Alors, je trouve que les deux excellents intervenants qui viennent de prendre la parole se complètent remarquablement. Je ne voudrais rien ajouter pour le moment. Je voudrais inviter les étudiants présents, pas nécessairement à poser des questions, mais également à nous rendre compte peut-être de ce qu'est leur expérience et leur perception de l'Union européenne, sans prendre trop de temps. Mais voilà, si vous preniez la parole pendant 2 ou 3 minutes, je crois que ça laisserait la place à d'autres également, parce que nous voulons apprendre de vous aussi, pas seulement de nos enfants et petits-enfants. Alors, il y a des anciens députés qui ont demandé la parole, mais je demande à Elisabetta de veiller à ce que les futurs députés puissent également prendre la parole. Brigitta Alankaren, merci beaucoup. Merci pour euh, tous ces propos encourageants et même enthousiasmants. Je suis très impatient d'entendre ce que vont nous dire les jeunes. Alors, je suis au conseil d'administration de notre association et nous avons développé un programme dont nous sommes très fiers, le programme Parlement européen sur les campus, EP2 Campus, et ce, dans le monde entier, pas seulement en Europe. Et nous, anciens députés, sommes dans ce contexte amenés à prendre la parole, à répondre à des questions. Et je peux témoigner ici que c'est vraiment une excellente pratique d'échange et de communication qui est prise en charge par, en quelque sorte, les bonnes personnes, parce que nous sommes bien placés pour parler d'Europe, de cette Europe que nous chérissons tant, dont nous apprécions tant la valeur, notamment après les guerres du siècle dernier. Mais ce n'est pas isolés, seuls, que nous allons pouvoir continuer à propager ces idées. Nous avons besoin d'alliés et nous avons notamment besoin aussi de la génération montante. Lorsque je rentre chez moi, ou en tout cas lorsque j'étais encore député et que je rentrais chez moi, j'ai rencontré un peu les mêmes difficultés parce que chez moi, pratiquement personne ne comprenait vraiment comment les communautés européennes fonctionnaient, ne serait-ce qu'au plan politique, et tout semblait par ailleurs tellement évident et on en avait une compréhension que en fait, la compréhension était défaillante chez beaucoup de gens de ce qu'était l'Union européenne et de son fonctionnement. Et donc, je crois qu'on a besoin des instruments de communication appropriés pour diffuser nos idées. On a besoin des médias. Il faut également veiller à ce que ce soit peut-être aussi les bonnes personnes dans les bonnes instances qui puissent s'exprimer. Et donc, je constate beaucoup d'énergie positive que nous sommes prêts à engager, mais il y a des défis considérables à relever. Et donc, cela implique qu'il faut être plus unis que jamais, c'est évident. Et cela implique un certain courage. Cela passe par une réflexion aussi, tout un travail de réflexion pour ne pas se limiter peut-être à proposer une liste de personnes aux élections pour lesquelles les gens vont voter ou pas. Il faut, je pense, aller au-delà de ce modèle traditionnel parce que la subsidiarité, la souveraineté, la solidarité, la bonne gouvernance, ce sont vraiment des mots-clés absolument incontournables. Et d'où mes questions. Comment entendez-vous faire advenir la bonne gouvernance, la mettre en place, ce qui serait vraiment une bonne gouvernance politique? Comment allons-nous pouvoir la mettre en place? Merci. Dankeschön, Brigitte. Merci, Brigitte. Edith Herzog. Thank you, Chairman. I am very happy to be here. Merci, Monsieur le Président. Je me réjouis d'être là et d'avoir écouté ces présentations de la part des collègues anciens députés. J'attendais la survenue d'un mot que je n'ai pas encore entendu. En politique, pour moi, le mot le plus important est la réputation. C'est une ressource non renouvelable pour les politiciens. Vous pouvez perdre votre réputation en une seconde alors que vous l'avez construite en plusieurs années. Et depuis 2012, nous envoyons dans le monde plus d'images que de textes ou de documents politiques par le biais d'Internet. Donc il ne s'agit plus du texte, il s'agit de l'image. Les printemps arabes ont commencé par une seule image
de ce jeune homme qui ne parvenait pas, qui n'avait pas eu l'autorisation de vendre sur le marché. Et donc ma question est la suivante. Il y a quelques années, le président Juncker a accueilli mon Premier ministre. Bonjour, monsieur le dictateur. C'est une image qui a été comprise par tous mes compatriotes, tous les citoyens hongrois. Cette image, bon, ceux qui lisent des articles politiques et ceux qui n'en lisent pas ont vu cette image et il est difficile de l'améliorer. Cette image a été vue un peu partout. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vu une autre image, la page de garde du New York Times sur les médias libres qui ont été détruits. Et M. Fukuyama et d'autres scientifiques ont parlé de la liberté académique également. Alors, chers collègues, qu'en pensez-vous? Il y avait cette réunion à Helsinki. Est-ce que la réunion du PPE à Helsinki est une meilleure image de l'Union européenne que celle que je viens de vous décrire? Merci. May I ask a question? You mean Une question Helsinki. Vous demandez si l'image du PPE à Helsinki était positive ou négative. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? I think Mr. Zurenda understood my question. Oui, je pense que vous avez bien compris ma question, Monsieur Zurinda, n'est-ce pas? Oui, le PPE souhaite conserver le parti hongrois, son parti hongrois au sein de la famille et le PPE a peut-être sacrifié au passage certaines valeurs européennes et donc est-ce que c'est favorable pour l'image de l'Europe? Oui, bien sûr, ce n'est jamais aussi clair que cela. Mais Jean-Pierre, bon, nous ne voulons pas un long débat. Jean-Pierre. Pardonnez-moi, Président, je connais mon ancienne collègue pour qui j'ai une immense estime. Je suis un peu surpris de la brutalité de son intervention. J'étais présent au congrès d'Helsinki, qui a été un grand congrès démocratique d'une formation politique à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. La question hongroise, il y a un problème hongrois qui est un problème national. Le Parlement européen, dont un grand nombre de PPE ont voté l'ouverture d'une enquête concernant le fonctionnement de cet État, attendons le résultat des enquêtes. Moi, j'ai des amis qui sont mariés avec des Hongrois. Je reçois des lettres sur, effectivement, un ensemble de désordres internes à cet État. J'observe dans la liste de ce qui est indiqué qu'il y a un grand nombre de sujets qui sont nationaux, qui ne sont pas des sujets européens. Donc, attendons le résultat des enquêtes avant de faire un tas de reproches entre nous, c'est-à-dire entre grandes formations politiques qui sommes européens, pour dire... Je dois arrêter ? Bon, voilà, j'arrête. Sinon, j'ai pour 2-3 minutes pour expliquer que, pitié, quoi, on est dans un état de droit, il y a des règles, laissons les enquêtes sur cet état et ensuite nous verrons si des exclusions doivent survenir. Okay, it's like in a family. C'est comme dans les familles, hein, on a des problèmes qui apparaissent et il faut tenter de les résoudre. Alors, je vais suivre l'ordre des intervenants et je souhaiterais inclure également un jeune dans les intervenants. Nous rassemblons les noms. Martine. Oui, je vous remercie. Je crois que nous ne savons pas utiliser efficacement les réseaux sociaux et les nouvelles technologies. Ça me paraît évident. Je m'en suis d'ailleurs rendu compte à l'époque du traité constitutionnel en France. Nous avons eu des fake news, nous avons eu des mensonges énormes et nous ne savions pas répondre alors que ça fleurissait sur les réseaux sociaux d'une façon incroyable. Nous ne réagissons pas non plus assez vite parce que tout est très vite, tout est très rapide, donc il faut réagir très vite. Ça alimente ensuite les conversations dans les bars, sur les marchés, même dans les familles. Et la mayonnaise anti-Bruxelles, elle prend bien, elle prend vite. Alors, nous ne savons pas, en effet, expliquer et défendre. Nous l'avons aussi remarqué en Grèce, par exemple.
Pourquoi Alexis Tsipras a accepté les exigences de la Commission? Pourquoi les dirigeants italiens aujourd'hui, en effet, font de même et acceptent ces exigences? Tout simplement parce que sans la protection de l'Union européenne, un pays qui est fortement endetté, il est la proie des créanciers. Et c'est pire. Donc ça, est-ce qu'on est capable de l'expliquer? Eh bien, je l'entends très peu. Donc, il faut absolument dire que même si les exigences de la Commission, en général, sont contraignantes, certes, elles sont beaucoup moins dures à accepter que les menaces des créanciers sans l'Union européenne. C'est un exemple que je donne, hein, c'est un simple exemple. Mais nous en avons plein comme ça pour montrer que finalement, nous avons tout intérêt à rester ensemble avec des exemples très précis. Nous ne défendons pas assez et surtout, nous ne sommes pas proactifs. Merci, Martin Rohr. I would like to make the following. Je souhaiterais faire la proposition suivante. Nous avons encore 14 ou 15 demandes de prise de parole. Si nous continuons à entendre 3 questions avant d'avoir les réponses, on n'aura pas assez de temps. Je propose donc que l'on entende maintenant toutes les interventions de la salle et que nos intervenants essayent de répondre autant que possible à tous. Et on va essayer de respecter un équilibre pour avoir à chaque fois un ancien député et puis l'un de nos visiteurs étudiants. Jean-Marie n'est pas avec nous, il aurait été le suivant. Lamian, is that correct? Ai-je bien prononcé? Lamian Broua. Students. Thank you very much for this conference. Merci pour cette conférence très intéressante. J'aurais 2 questions. La première concerne ou s'adresse à M. Mendes de Vigo. Bon, je vais la poser en espagnol. Désolé pour mon accent espagnol un peu difficile. Vous dites que la paix est la motivation principale de la création de la construction européenne. Je suis d'accord avec vous. Et vous avez dit qu'il faut un nouveau discours concernant la construction européenne. Et ce nouveau discours, quel serait-il pour vous? Ma deuxième question, je repasse à l'anglais, concerne ou s'adresse à Monsieur Dzurinda. Vous avez parlé de toute une série de changements, l'armée européenne, l'Europe sociale. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous proposez, mais cela entraînerait un grand changement des traités, peut-être un nouveau traité pour permettre cette armée européenne. Mais pensez-vous que la situation actuelle des différents leaders européens, bon, par exemple en Europe de l'Est, est-ce qu'ils seraient d'accord pour changer le traité? Il y a un grand changement d'un traité est vraiment important pour la construction d'une nouvelle Europe parce que le dernier traité a 10 ans et il faut relancer la construction européenne. Je vous remercie. Okay, Lamian, is that correct? Lorian. Lomian. I never heard this word, so congratulations. Je n'avais jamais entendu avant, donc félicitations. Manuel Medina Ortega. Bueno, me dirijo a Íñigo. Oui, je m'adresse à Inigo. Bon, il y a un paradoxe. Plus l'intérêt pour l'Union européenne augmente, moins la participation électorale est importante. Les dernières données de l'Eurobaromètre en Espagne et dans les pays de l'Union européenne donnent un soutien croissant à l'Union européenne. Mais lorsque les élections européennes surviennent, ce ne sont pas les européistes qui gagnent, ce sont souvent des groupes minoritaires anti-européens qui gagnent les élections. Alors j'ai de nombreux amis britanniques et je n'ai rencontré aucun Anglais qui me disait qu'il était pour le Brexit jusqu'ici. Bon, la grande partie d'entre eux, la majeure partie d'entre eux n'ont simplement pas voté. Et il y avait eu ce référendum espagnol sur la constitution espagnole. Il y a eu un vote massif favorable au traité constitutionnel européen et en particulier dans ma province de Las Palmas. 95% des personnes ont voté pour. Alors les gens se demandaient pourquoi des élections alors?
si tout le monde est d'accord. C'est vraiment le paradoxe. Et la question est la suivante. Comment traduire le soutien dans l'opinion publique en voix, en participation électorale? Ça s'appelle la mobilisation électorale. La mobilisation électorale s'obtient sur la base d'un niveau de polarisation important. Toi et moi, nous serions dans des partis différents, mais nous pensons qu'il est erroné de faire passer l'image selon laquelle nous serions en désaccord. Et donc la mobilisation électorale se base sur le conflit entre la minorité anti-européenne et la grande majorité européenne, pro-européenne en Europe, qui a du mal à se mobiliser. Voilà, c'est un paradoxe. Donc plus que le soutien à l'Union européenne, c'est la mobilisation de la grande majorité des citoyens européens favorables à l'Europe pour qu'ils aillent voter. C'est ça l'essentiel. Muchas gracias, Manuel. Merci, Manuel. Antoine Grandier. Donc d'abord, merci pour cette conférence, merci pour cette invitation et merci pour ces chaises très confortables. Je vais poser ma question en français parce que je n'ai pas les talents linguistiques de ma voisine. Depuis la fin de la guerre froide, il semblerait que la jeunesse européenne soit plongée dans une sorte de spleen de baudelairien. Elle ne rêve plus vraiment d'un autre monde, d'un monde alternatif. Et du coup, une minorité de cette jeunesse se laisse tenter par des extrêmes politiques, voire même des extrêmes religieux, comme la propagande des terroristes islamiques qu'on a pu voir à Daesh. Donc ma question est donc de savoir sur quel domaine la campagne pour les européennes 2019 devrait s'accentuer pour essayer d'attirer les jeunes aux urnes en mai 2019. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, Anita Pollack. Anita. Thank you, Chair, and thank you to... Merci, Monsieur le Président. Merci aux deux intervenants pour leur présentation intéressante. Bon, l'essentiel, le point le plus important qui est ressorti de vos interventions, c'est la solidarité. Vous l'avez mentionné tous les deux. Et je regrette profondément de venir d'un pays où la solidarité européenne semble s'être amenuisée. C'est épouvantable de constater que le Royaume-Uni a l'ambition de quitter cette communauté de peuples et de nations, et c'est vraiment un enseignement très important pour les autres pays lors des élections européennes futures. Nous ne pourrons pas y participer, mais ceux qui pourront y participer peuvent garder à l'esprit ce message de la solidarité. Monsieur Dzurinda a parlé de sa vision pour une nouvelle Europe. Et ce qui manquait, c'était vraiment l'environnement. Parce que nous vivons une période confrontée à des défis, entre autres les changements climatiques, et nous avons l'impression que l'environnement est une vraie question européenne, pas une question nationale. Et il faut vraiment garder cela à l'esprit. Parce que c'est un point très important pour les jeunes, et je répète que les jeunes chez moi sont épouvantés, en colère, choqués d'être privés de leur citoyenneté européenne. Thank you very much, Anita Pollack. And now, Merci beaucoup, Anita Pollack. Georgina Poto, si j'ai bien prononcé. Almost, it's George. Oui, c'est Georgiana Gretzu, mais c'était presque parfait. Merci beaucoup, Président, de me donner la parole. Merci aux intervenants pour leur discours et merci également aux anciens députés européens pour ces questions très intéressantes. Je vais être très brève. Ma question est la suivante. Ne serait-il pas préférable de se concentrer davantage sur les mesures concrètes prises dans l'Union européenne en donnant davantage d'explications sur le détail de ces mesures, en s'adressant à toutes les personnes qui ne comprennent pas vraiment tous les tenants et aboutissants de l'Union européenne et en ciblant également toutes ces personnes qui n'ont pas accès à l'Internet,
ainsi qu'en passant par le canal de l'enseignement et de l'éducation, bien entendu. Merci. You on information, Prime Minister. Je voudrais juste vous informer que le Premier ministre Djurinda va devoir nous quitter à 12h15. Et donc, s'il est d'accord, je lui redonnerai la parole à 12h10 afin qu'il puisse répondre. Après quoi, je vous propose de continuer avec le reste des questions. Voilà, juste pour que vous compreniez bien la procédure. Merci, Monsieur le Président. Une question très brève. Les populistes nous expliquent que chaque pays perd sa souveraineté. Est-ce que nos orateurs pourraient nous dire comment ils expliquent la souveraineté au niveau national et européen? C'est quoi garder sa souveraineté au niveau national? Quel est le contenu de la souveraineté? Parce que nos populistes parlent toujours de souveraineté, 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 sans jamais expliquer quel est le contenu. Monsieur le Président, pouvez-vous nous donner votre définition de la souveraineté nationale? Merci beaucoup, Jean-Marie. Sophie Romain, I have to read different. Oui, je me retrouve à déchiffrer différentes écritures manuscrites que je ne connais pas. Donc Sophie, c'est bon, je pense. Very much. Oui, merci beaucoup. Vous l'avez souligné, les citoyens s'intéressent peu à l'Europe parce qu'ils comprennent peu les institutions, se sentent peu concernés par les décisions qui sont prises et l'importance des décisions européennes. Et ma question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un dispositif pour sensibiliser les plus jeunes, même si j'ai conscience de la difficulté de mettre en place un programme scolaire européen, nous n'y sommes pas encore. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible de sensibiliser les plus jeunes et par la même occasion les parents pour avoir une meilleure compréhension des institutions européennes et ainsi pouvoir mobiliser davantage de personnes pour les élections européennes prochaines compte tenu de la forte abstention? Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, éloigner le casque du micro lorsque vous prenez la parole? Merci beaucoup. Merci, Monica Baldi. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci du fond du cœur à tous ceux qui étaient à l'Institut universitaire européen à Florence et en particulier Inigo Mendes de Vigo qui a fait une intervention extraordinaire, mais aussi Pat Cox. Il y avait Michael McGowan et différents amis en fait. Donc, ces 40 années d'élection en direct des députés européens ont apporté des changements. Il y a eu Simone Veil, Nicole Fontaine, ceux qui ont écrit l'histoire du Parlement européen. Et bien sûr, le grand problème, c'est la participation électorale insuffisante. Bon, d'après... on a l'enquête Eurobaromètre d'un côté et puis la participation électorale trop faible de l'autre. Qu'est-ce qui pourrait améliorer cette participation? Comme le disait Inigo, le gros problème, c'est la mauvaise image de l'Union européenne en raison d'informations dans les médias, dans la presse, dans les journaux. Première question. Faudrait-il intervenir au niveau des journalistes, des médias, parce que très souvent nous indiquons des solutions, nous faisons des communiqués de presse, mais cela ne suffit peut-être pas. Peut-être faudrait-il des formations, des cours destinés à ceux qui transmettent les messages au sein de l'Union. Un des étudiants, d'ailleurs, le disait, ce sont des personnes qui parfois n'ont pas Twitter, Instagram, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux et pourtant les jeunes interviennent beaucoup plus sur les nouveaux médias sociaux, mais il faut penser à toute la population de l'Union européenne, donc il faudrait peut-être créer une relation différente avec les journaux, avec les médias et une formation pour les journalistes peut-être. Deuxième question. L'association des anciens députés fait un travail important concernant sa présence EP2 Campus et des liens avec les formations universitaires qui sont tout à fait fructueux. Mais on pourrait peut-être faire plus d'efforts avec de meilleures relations avec toutes les fondations qui œuvrent en Europe, qui agissent en Europe.
à commencer d'ailleurs par la fondation présidée par Mikuláš Dzurinda. Donc on pourrait créer un réseau de fondations, on pourrait aussi créer un observatoire. Toutes les fondations actives et présentes dans l'Union européenne pourraient créer une plateforme, pas un blog, une plateforme de discussion. Parce qu'un grand nombre des questions qui sont abordées en France, en Italie, en Allemagne, un peu partout, peuvent trouver des réponses différentes d'un État à l'autre, et c'est vraiment une lacune. Donc un lien systématique pour élaborer, connaître des actions concrètes, des actions ad hoc. Une dernière question, parce qu'il y a de nombreux faits. Bien sûr, ceux qui s'opposent à l'Europe disent que l'Europe est un coût et entraîne des obligations, et les eurosceptiques ne parlent jamais des avantages de l'Union européenne. Un grand nombre de souverainistes et de populistes parlent de problèmes liés à l'immigration, un certain nombre de débats, de questions qui sont soulevées dans la campagne, mais il n'y a pas une communication suffisante au sein de l'Union européenne. Donc une question toute simple. Quel est le slogan pour la prochaine campagne des élections européennes? Grazie Monica Baldi e anche per il tuo lavoro. Merci Monica Baldi, merci aussi pour ton travail à Florence dans cette université européenne. Nous avons encore une intervention de Tim Ostheimer parmi nos étudiants. Et ensuite, nous allons demander à Mikuláš Dzurinda de répondre. Oui, Michael, vous êtes sur la liste. Et ensuite, nous aurons les autres questions et Monsieur Inigo Mendes de Vigo ne manquera pas de répondre lui aussi à toutes les interventions. Monsieur Basso doit encore arriver. Nous devons donc finir d'ici à 12h30. Timo Ostheimer, ensuite le Premier ministre Dzurinda. Merci, Président. Alors, on parle beaucoup des avantages de l'Union européenne, d'une Europe unie. Par exemple, on parle d'Erasmus. Alors moi, je suis l'un de ces 9 millions d'étudiants ayant fait un échange Erasmus. Je viens d'Allemagne. Par ailleurs, on parle aussi beaucoup d'autres aspects du caractère limité, par exemple, de Erasmus, qui concerne avant tout les étudiants qui sont dans l'enseignement supérieur. Et on entend beaucoup parler d'autres secteurs de la société qui, eux, ne sont malheureusement pas touchés par ces dispositifs. Alors, comment les impliquer davantage et leur faire profiter également de ces programmes? Monsieur le Premier ministre Dzurinda, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Président, pour cette discussion très intéressante. Alors moi, je vais avoir le privilège maintenant, puisque je réponds en premier, de choisir les questions les plus faciles. Et puis Inigo, lui, se chargera du reste. Alors, Madame, je suis ravi que vous nous rejoigniez parce que votre question n'était pas seulement intéressante, c'est également un défi d'y répondre. Parce que nous sommes confrontés à des défis incroyables, à une véritable crise du leadership, non seulement en Europe, mais également aux États-Unis. La question que cela pose est de savoir pourquoi et que peut-on faire. Alors, je n'ai que 5 minutes et c'est très difficile de vous proposer une réponse pertinente, mais voilà. Nous avons perdu notre réputation en tant qu'élite politique. Alors, sans doute que une bonne partie des raisons vient de nous, mais je crois que peut-être une partie vient aussi des réseaux sociaux. Alors, je ne veux pas ici faire de la provocation, mais si je regarde ce que fait CNN ces jours-ci, il se contente de faire du battage du matin au soir contre Donald Trump, mais il ne propose pas de perspective positive pour l'avenir, malheureusement. Et j'ai parfois l'impression que les médias, c'est quand même un espace privilégié. Et moi qui ne suis plus en politique, je m'en rends compte peut-être encore davantage. C'est-à-dire que cette façon de procéder dans les médias qui consiste à présenter tous les politiques comme étant corrompus, c'est quelque chose qui a pris beaucoup plus de place, malheureusement.
Et les jeunes qui sont aujourd'hui avec nous vont peut-être se poser la question, peut-être que pour eux, il va être beaucoup plus facile de gagner leur vie en faisant autre chose que de la politique, parce que la politique, ça impose maintenant de plus en plus une discipline absolument incroyable, un carcan. Et donc, c'est une vocation qui n'est plus si attractive que cela, je le crains. Alors, Floriane, votre question... que puis-je répondre en tant qu'ancien Premier ministre, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères et des Transports? Maintenant, j'ai la chance de pouvoir consacrer plus de temps à la réflexion, à imaginer ce que j'aimerais voir à l'avenir, plutôt que de devoir me préoccuper des questions courantes. Mais vous avez raison. En définitive, il faudra une modification des traités si l'on souhaite vraiment avancer vers une union politique. Et comme toujours, j'aime bien les illustrations concrètes. Ce matin ou hier, je crois, je lisais que le ministre des Affaires étrangères ou le ministre des Finances allemand suggérait que la France cède son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies à l'Union européenne. C'est incroyable, hein, et ça va dans le bon sens. Hein. Je le dis à titre d'illustration simplement, ainsi que cet appel à créer une armée européenne qui nous vient de Paris et de Berlin. Alors, si Paris et Berlin sont côte à côte dans un tel projet, et s'il y a vraiment une volonté forte de la part de ces deux capitales, moi je pense que tôt ou tard, c'est l'ensemble du train de l'Union européenne qui va se mettre en marche. Alors moi, parfois, je n'hésite pas à recourir à la provocation, même avec des gens parfois très très éduqués qui sont autour de moi, pour essayer de les pousser à faire preuve de créativité, à être innovants. Et je me rends bien compte qu'un changement des traités est nécessaire. Parmi vous, quelqu'un a posé une question assez similaire, et ça me rappelle que ce matin, je lisais aussi la déclaration de Mme Mogherini en réaction aux derniers événements dans la mer d'Azov et dans le détroit de Kerch. Et dans cette déclaration, on pouvait lire que la Russie nous effrayait. Mais ce n'est pas un bon message à envoyer, parce que nous devrions avoir suffisamment de force, nous devrions être en mesure de réagir dans des circonstances comme celle-ci. Surtout quand on est le service européen d'action extérieure. Et qu'en est-il des compétences, par exemple en matière de migration? Il faut des accords de réadmission. Comment gérer les flux migratoires sans accord de réadmission? Vous savez ce que ça veut dire? Les personnes auxquelles on n'accorde pas l'asile ou un permis de travail, que ce soit en Allemagne, en Suède ou ailleurs, doivent pouvoir être renvoyées là d'où elles viennent. Mais comment faire si l'on n'a pas d'accord de réadmission avec les États concernés? Et il y a de nombreux États qui ne souhaitent pas conclure d'accord de réadmission avec l'Union européenne. Alors qui est responsable de cela? Moi, ma réponse, ce serait de dire que c'est le SEAE. Mais je sais pertinemment que cette institution, malheureusement, n'est pas encore outillée pour corriger ce problème. Les questions environnementales. Madame, je me disais, et pour le dire en un mot commençant, en fait, je serais ravi d'avoir peut-être un email de votre part. J'espère ne pas avoir mal compris. Mais je crois avoir compris que vous disiez que les politiques industrielles devraient être laissées aux compétences nationales. Alors, je sais qu'il faut un certain niveau de coordination, mais si on veut réduire les émissions de dioxyde de carbone, si on veut adopter toute une série d'autres mesures nécessaires, je crois que ces questions industrielles devraient être laissées à la compétence des États membres. Et c'est un enjeu crucial. Il s'agit de savoir comment
on peut réussir à mettre en œuvre concrètement le principe de subsidiarité. Et je me posais la question non seulement en matière d'environnement, mais par exemple aussi en matière de recherche fondamentale. Et je continue de croire que dans ces 4 domaines, politique étrangère, défense, marché unique et monnaie unique, dans lesquels nous devrions pouvoir continuer d'avancer, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ensuite, comment peut-on définir la souveraineté? Ça, c'est une question difficile, dit M. Mendes de Vigo. Moi, je pensais que c'était difficile. Je m'attendais à ce qu'elle soit pour moi. Monsieur Djurinda, bon, très bien, je vous la laisse alors. Non, allez-y. Alors, la souveraineté, c'est une question de compétence. Moi, j'ai vécu en Tchécoslovaquie. Officiellement, c'était la fédération tchécoslovaque, mais ce n'était pas vraiment une fédération parce qu'elle était construite dans une démarche descendante. En Union européenne, on a une structure qui procède de la base, dans une dynamique ascendante. Et donc, dans la défense, dans la politique étrangère, on devrait pouvoir dire que les décisions sont prises à Bruxelles. Mais en matière d'éducation, de santé, de système de retraite, de politique industrielle, à mon avis, ce sont des enjeux qui reviennent à la compétence nationale. Et donc la principale question qui se pose, c'est celle de savoir comment on délimite ces différentes compétences, à qui on les attribue, comment on les exécute. On est dans une situation confuse, nous sommes un peu perdus aujourd'hui. Alors notre collègue hongroise est sortie et je vais en profiter pour dire que par exemple ce sport national qui a été pratiqué pendant si longtemps et qui consiste à dire que si on a un succès en Hongrie, par exemple, c'est le mérite du Premier ministre hongrois, mais que s'il y a le moindre problème ou le moindre échec, c'est la faute de Bruxelles, ça doit changer. Et pour que cela change, il faut dire très clairement quelles sont les compétences d'exécution nationale et quelles sont les compétences d'exécution communautaire. Alors, madame, je me félicite de cet appel à la coopération avec le monde des ONG. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai essayé de faire quelque chose avec Massimo D'Alema parce que nous avons 50 fondations membres dans le giron du PPE, mais je sais pertinemment que dans certains domaines, il serait vraiment très utile d'avoir une démarche conjointe avec les sociodémocrates, avec d'autres également, avec tous ceux qui ont la volonté de continuer de construire une Europe pacifique à l'avenir. Et alors, comment essayer d'impliquer et de toucher d'autres secteurs de la société? Eh bien, jeune homme, je vous invite à m'y aider. Moi, sous le communisme, j'étais chef de station. Le train, et je parle d'une station ferroviaire, et peut-être qu'on peut agir sur une base professionnelle, par domaine professionnel. Peut-être qu'on peut faire quelque chose pour les médecins, pour les infirmiers, pour tel ou tel domaine professionnel. Mais je crois qu'il y a une marge d'action considérable. Et je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Mais votre question était vraiment très, très concrète, très pertinente. Et moi, je peux seulement vous proposer d'essayer d'y réfléchir ensemble et d'échanger. Parce que si vous avez une idée pour faire quelque chose de concret, moi, je suis preneur. Merci beaucoup, Monsieur Djurinda. Je crois que c'était vraiment une excellente opportunité d'avoir cet échange avec l'ancien Premier ministre de la Slovaquie et président du Centre d'études européennes Wilfried Martins, Monsieur Mikuláš Džironda, d'autant plus que notre temps à tous est très précieux. Donc, grand merci Mikuláš de nous avoir consacré ce temps et d'être venu nous voir. Merci. Okay, so we continue Alors, nous allons poursuivre. C'est Michael McGowan qui a la parole maintenant. Yeah, but okay, if you want, then I give you the. Ou alors, je vous informe d'abord que
J'ai encore Michael Magoa. Locatelli, José Ribeiro e Castro, Franco Malerba, Ole Schmidt, Manuel Porto and Hader K. Sur ma liste. Okay, would you accept that? Alors, est-ce que vous accepteriez que l'on commence par entendre Inigo Mendes de Vigo donner ses réponses et puis ensuite on passerait au tour de questions suivantes? Très bien. Procédons ainsi. C'est beaucoup parce que Mikuláš l'a fait très bien. Je vais essayer d'être concis. Bon, je pense que l'article 7 est une sauvegarde pour tous les citoyens. Nous devons garantir les libertés, nous partageons des valeurs communes et au sein de l'Union européenne, nous sommes équitables. Il n'y a rien à craindre de ce point de vue-là, mais il faut s'en tenir aux règles, les respecter. D'un autre côté, parmi les ingrédients de nos valeurs communes dans l'Union européenne, on a aussi le sens de l'humour. On ne peut pas s'énerver parce que Jean-Claude Juncker fait une plaisanterie. À chaque fois que je rencontre Jean-Claude Juncker, il m'embrasse sur les deux joues. Et j'ai tenté de lui dire que si je rencontre Manolo Medina en Espagne, nous ne nous embrassons pas, et au Portugal non plus d'ailleurs. Mais vous savez, ça fait partie de son personnage, ça fait partie de son sens de l'humour, et ça ne m'énerve pas. Et si Jean-Claude appelle M. Orban hey, « Bonjour, monsieur le dictateur », eh bien c'est une plaisanterie. Mais ça n'a pas de véritable signification. On ne peut pas dire que cela a un impact éternel sur l'Union et sur l'image de l'Union. Non. Je crois qu'il faut prendre un peu plus les choses avec détachement. Nous ne sommes pas suffisamment proactifs, c'est vrai. C'est vrai parce que ceux qui sont contre ont parfois utilisent ces moyens pour des mensonges. Je me souviens au référendum français sur le traité constitutionnel que tu as évoqué, il y a un type qui a eu un retentissement énorme, un prof de droit constitutionnel qui a dit que le traité constitutionnel allait à l'encontre de la Constitution de la Ve République, et c'était un faux. C'était pas un professeur constitutionnel du tout, mais il y a eu 3 millions de gens qui ont cru ce qu'il disait. Il y a eu un autre homme politique qui a dit que le traité constitutionnel produirait 2 millions de non-employés, ce qui est aussi faux. Mais donc, c'est difficile de réagir à la mensonge. Surtout quand il y a quelqu'un qui fait une déclaration, une proclamation. Si quelqu'un dit « Ah, le traité constitutionnel produira 2 millions de chômeurs », comment tu te dis « Non, ce n'est pas vrai ». C'est très difficile parce qu'il n'y a pas d'argument. S'il y a une autorité derrière, bon, ça complique les choses. Mais je crois qu'il faut apprendre de ceux qui utilisent le média. Il faut faire la même chose en utilisant ce que nous croyons. Et je crois que tu as raison, là nous sommes un peu en arrière. Lamian, your Spanish is excellent. So congratulations. Félicitations pour l'excellente qualité de votre espagnol. Je l'ai dit tout à l'heure. Quel est l'objectif? Bon, il faudrait se lancer dans cette campagne électorale en défendant certaines idées. Et je pense que le mode de vie européen, la défense du mode de vie européen, est essentielle. Nous y croyons, nous croyons aux libertés, à l'économie de marché, accompagnée de solidarité et de cohésion. Bon, on parlait tout à l'heure de l'importance de la solidarité, c'est tout à fait vrai. L'éducation, la santé, ne rien laisser sur le bord ne laisser personne sur le bord de la route, tout cela est garanti d'une manière ou d'une autre. Et dans d'autres régions du monde, ce n'est pas le cas. Ensuite, Antoine avait posé, ou Georgiana avait posé la question des mesures concrètes que nous souhaitons. Et ça dépend de l'idéologie de chacun. Bon, la majorité d'entre nous pensons que l'Europe doit rester unie, parce que si elle n'était pas unie, elle n'existerait pas comme telle. Mais en dehors de ce cadre, chacun met l'accent sur tel ou tel aspect. Selon moi, c'est mon avis personnel, la sécurité extérieure de l'Union européenne en raison des
évolutions récentes, Poutine, Trump, eh bien, je pense que l'Europe doit s'occuper de sa sécurité extérieure et intérieure. C'est nécessaire. Alors, le comment, bon, cela dépendra des majorités au Conseil et au Parlement européen. Mais je pense que c'est nécessaire. Alors, on parlait tout à l'heure d'Erasmus. Moi, je défends Erasmus à outrance. Que devons-nous faire? Eh bien, les partis politiques devraient demander que dans le budget européen, le financement d'Erasmus soit renforcé. Je crois que c'est Sophie qui avait dit qu'on pouvait envisager un programme scolaire européen. Le problème, c'est que l'éducation n'est pas une compétence de l'Union européenne, c'est une compétence qui relève des États nationaux. Mais lorsqu'il y a des élections, on pourrait avoir un parti politique européen et il pourrait dire dans mon programme je prévois d'intégrer une matière d'enseignement européen dans les plans d'éducation nationaux. Bon, il y aura des différences d'un pays à l'autre. J'étais le ministre de l'éducation dans mon pays, je l'ai fait et j'ai tenté de soutenir cette mesure au niveau européen, mais bon, ce sont les États membres qui doivent s'en charger. Et bon, je ne pense pas la même chose que Monsieur Djurinda. Je ne pense pas que les temps soient mûrs pour un changement de traité. Vous savez, moi je suis un obsédé des traités et donc j'ai suivi tous ces traités européens. J'aime les traités, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des circonstances politiques pour parvenir à élaborer un nouveau traité. Et je pense que ce n'est pas encore le cas. Et il y a un autre aspect très important. Je ne pense pas que l'Union européenne à 27 puisse se permettre l'élaboration d'un traité qui ensuite devrait être ratifié par les 27 États membres. Franchement, c'est impossible. On l'a vu avec le traité constitutionnel. En fin de compte, on se retrouve coincé par la situation interne de tel ou tel pays. Et ça ne va rien résoudre. Donc, tant qu'on ne résout pas la question de la ratification, eh bien, je ne suis pas favorable à la rédaction d'un nouveau traité. D'ailleurs, le traité actuel prévoit toute une série de possibilités. Bon, j'ai parlé de la sécurité, des coopérations structurées dans le domaine de la sécurité, dans le domaine militaire. Il y a toute une série de possibilités dans le traité actuel et je ne pense pas qu'il faut envisager une modification des traités aujourd'hui. Alors la campagne électorale européenne devrait se concentrer sur ce que nous sommes, ce que nous avons fait, mais aussi envisager des projets d'avenir, ce que nous voulons faire à l'avenir. Dans le rapport, nous avons abordé l'importance d'une action à 27, d'agir ensemble dans ce monde difficile dans lequel nous nous trouvons avec des puissances émergentes, avec des tendances isolationnistes chez certains. Et si on n'agit pas ensemble, l'Europe ne comptera pas. Et je pense que c'est très facile à comprendre. Si nous sommes séparés, isolés les uns des autres, ce sont les autres qui prévoiront les règles et qui nous les imposeront. Donc il faut être ensemble, il faut agir ensemble. Et pour moi, c'est vraiment un argument de poids et c'est un sujet vraiment important dans le débat sur l'Union européenne. La souveraineté, c'est un concept français qui a été développé par Jean Bodin, les 6 livres de la République. J'étudie la souveraineté quand j'étais à l'université. Mais je me souviens que en Espagne, avant l'entrée de l'Espagne dans l'euro, la Banque d'Espagne était souveraine. Mais la Banque d'Espagne fixait le cours de la monnaie, de la peseta, jeudi après-midi. Vous savez pourquoi? Parce que jeudi matin, c'était la Bundesbank qui se réunissait. Donc, notre Banque d'Espagne était souveraine pour fixer les cours. Mais elle attendait pour voir ce que le Bundesbank faisait. Donc, moi, cette souveraineté, je ne la veux pas. Je préfère la souveraineté partagée, ce que nous faisons en Europe. En Europe, j'ai toujours défendu qu'il n'y a pas un transfert de souveraineté. On parle parfois de transfert de souveraineté. Non, c'est le partage de souveraineté. C'est ça qui est important. Surtout, je dirais, pour les États membres qui ne sont pas les grands. Ce sont eux qui ont beaucoup plus d'intérêt que les autres à partager avec les grands de la souveraineté. Et Monica pose toujours
la question, une question très pertinente, mais aussi très difficile. Hein. Et ça c'est un peu partagé par vous tous, n'est-ce pas, l'histoire de la communication, comment peut-on connecter mieux. C'est très difficile. Moi, je dois vous dire une chose, je vais peut-être vous surprendre, mais je crois qu'aujourd'hui, à la différence d'il y a 20 ans, il y a les moyens pour savoir ce qui se passe à l'Union européenne. Quand je suis entré au Parlement européen en 1992, je ne recevais aucun lettre. Personne ne s'adressait à moi, honnêtement. Oui, très peu, c'est la réalité des choses. Mais ça a changé complètement avec Internet, avec l'email. Donc aujourd'hui, il y a un rapport très étroit si les gens le veulent. Et si vous voulez apprendre ce qui se passe, je crois que l'information développée par le Parlement européen est très très bonne. Mais parfois, il y a des gens qui disent « Ah, je ne comprends rien, c'est très difficile ». Mais il ne faut pas un effort pour mieux comprendre. Je vais vous raconter que l'année 2005, je suis allé m'inviter à Salamanque, Université de Salamanque, n'est-ce pas, pour parler de l'Europe. Et c'était, on appelle ça une table ronde, mais c'est jamais ronde, c'est rectangulaire. Mais il y avait une table ronde, je participais avec le juge, le président de la Cour européenne de justice, et l'ancien commissaire, notre ami Marcelino Oreja, et moi-même. Bon, et à la fin, quelqu'un s'est levé pour dire « Mais que faites-vous pour mieux expliquer l'Europe ?» Et ce jour-là, je crois que je n'avais pas bien mangé, ou très peu, ou peut-être c'était le vin, mais je me suis insurgé et je dis « Écoutez, monsieur, je fais ce que je peux. Je suis venu aujourd'hui à Salamanque. Je fais 200 kilomètres. Je ferai 200 kilomètres de retour pour parler de l'Europe. » Et il y avait deux messieurs ici qui sont sans doute les plus compétents pour parler de l'Europe. Qu'est-ce que vous avez fait? Combien êtes-vous? Vous êtes six personnes à nous écouter. 6 personnes, donc à l'université de Salamanque, hein, avec des gens très compétents, pas moi, hein, moi j'étais l'exception, mais les autres étaient des gens très compétents. Il y avait 6 personnes qui nous écoutaient. Il faut faire un effort. Hein. Si on veut comprendre, il faut quand même s'informer. Il faut pas dire « Ah, c'est très difficile, ah, c'est très loin ». Non, non. C'est pas loin. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques, ce n'est pas loin du tout. Mais il faut vouloir savoir. Hein. Aude sapere. Hein. Bon, les slogans, c'est difficile. Hein. For the sake of your future. Europa eres tú. Écoutez, vous m'avez donné 10 minutes, je vais inventer ça en 10 minutes. Hein. Le Premier ministre n'a rien fait hein, là-dessus. Merci. Okay, thank you so much, Inigo. We have now the following procedural situation. Alors voici quelle est la situation pour la suite de 12h45, conclusion pendant un quart d'heure, mais je n'ai pas besoin d'un quart d'heure pour tirer des conclusions, donc je vous cède mon temps et à M. Basso. Alors il reste encore 9 intervenants, 9, et ensuite la réponse. Et ensuite, M. Basso. Et 7 personnes ont déjà pris la parole. Donc voilà ce que je propose. Nous allons écouter tout le monde, mais j'insiste, ne vous exprimez pas plus longuement qu'1 minute et tout le monde pourra poser sa question. Et ensuite, on aura une réponse brève d'Inigo. Et ensuite, nous allons écouter la présentation d'Étienne Basso. Et José Ribeiro y Castro a dit qu'il ne s'exprimerait plus, Jean-Pierre Audy non plus, Manuel non plus. Une demi-minute. Bon, nous allons faire les choses dans l'ordre alors. On va arrêter le débat sur qui prend la parole ou pas, Monsieur McGowell. Merci. Tout d'abord, toutes mes excuses, je vais devoir m'absenter dans 10 minutes. On a fait référence à la sécurité et à la défense. Et on suppose, dans l'Union européenne, de manière générale, et ici en particulier, qu'il s'agit de solutions militaires. Solutions militaires du point de vue de la sécurité, alors que nous savons que la planète est menacée, y compris l'Europe, en raison de menaces terroristes, du changement climatique, de la pauvreté extrême, les inégalités et la non-autonomisation
des femmes. Et le rôle du Parlement européen était très important dans le domaine du développement. Je me rendais dans toute l'Europe et j'encourageais d'autres États membres à adhérer à l'Union européenne. Et bon, ils souhaitaient adhérer aussi à l'OTAN. Et il devrait y avoir un engagement dans le domaine du développement. Et il est clair que dans le domaine du développement, la réputation de l'Union européenne est très bonne. Un exemple d'excellente pratique, la République d'Irlande a un service militaire. Mais ce service militaire concerne exclusivement le maintien de la paix et les jeunes qui font ce service militaire civil ont parfois consacré leur vie à cela. Thank you, Mr. Chairman. Merci, Monsieur le Président. Le mois dernier, j'ai participé à une réunion. Le ministre des Affaires étrangères hongrois a pris la parole à ce moment-là. Et je pense que c'est un personnage tout à fait désagréable. Mais il soulevait les mêmes questions qu'au Royaume-Uni pendant la campagne référendaire. Et cela m'amène à penser que nous devons aborder ces questions ou ces perceptions, surtout en ce qui concerne la migration. Vous savez, on a l'image d'être technocratique, non démocratique, géré par des commissaires non élus, etc. Et si l'on prend le point de vue d'en face, on pourrait penser que le Royaume-Uni bénéficie largement du marché unique, mais la population ne le comprend pas vraiment. Bon, quelle est ma question ? Je pense qu'il faut vraiment dissiper ces mythes et ces préjugés, et il faut également faire en sorte que nos gouvernements arrêtent de se jeter des fleurs quand ça se passe bien et d'accuser la Commission quand ça se passe mal. Merci. Madame Locatelli. Oui, je vais prendre la parole, même si j'étais prêt à ne pas le faire. J'étais prête à ne pas le faire. Inigo Mendez a suggéré d'inviter les gens à voter lors des élections européennes. Et je me demandais, est-ce que nous pourrions faire pour inviter les personnes à voter? Parce que j'ai l'impression qu'il faut une séparation par rapport au passé. Dans le passé, nous étions en concurrence entre les partis. Et franchement, on a en gros les pro-européens et les anti-européens dans le contexte de cette campagne. Et nous, pro-européens, pourrions-nous nous unir et organiser notre campagne électorale en suivant l'exemple des ONG qui sont capables de travailler dans une structure plus large? Lorsqu'elles ont le même objectif, elles organisent leur travail dans un contexte plus large, une organisation fêtière avec un message d'unité qui est transmis. Bon, bien sûr, il faudrait renoncer à une... Bon, il ne faudrait pas renoncer à notre identité politique parce que nous appartenons tous à des partis politiques différents, mais on pourrait présenter les choses avec une sorte de liste unique avec une organisation fêtière ou une présentation générale des mêmes messages et puis une deuxième liste pour les messages séparés. Merci, Madame Locatelli, Monsieur Malherba. Merci, Monsieur le Président. Des questions et des commentaires rapidement. Lors des élections parlementaires européennes, nous allons identifier également le futur président de la Commission, bon, président ou présidente, bien sûr, de la Commission. Et je pense que c'est une occasion à saisir. Il faudrait l'utiliser. Et dans le passé, je n'avais pas l'impression que nous avions ce sentiment d'importance ou d'influence sur la Commission européenne lors des élections européennes. Donc c'est vraiment une évolution importante. Et en tant qu'ancien spécialiste de l'espace, je pense qu'il faudrait une politique spatiale européenne et pas seulement une politique de la défense. Et peut-être que la Commission européenne pourrait envisager des projets dans ce sens. Et on a aussi des
personnes charismatiques, des anciens astronautes qui pourraient faire un plaidoyer public pour l'Europe et utiliser leur influence et leur image positive. Je pense que la coopération européenne permet à ces projets magiques de se matérialiser. Oui, merci. Vous avez été bref, je vous en remercie. Ole Schmidt. Okay, you are the last. President, the European Union. Monsieur le Président, l'Union européenne, ses valeurs sont attaquées par les populistes, par les nationalistes, et je pense que nous avons besoin d'y apporter une réponse commune. Lors des élections européennes, lors de la campagne précédente, nous aurons l'occasion de nous unir contre ces forces. Lors de la campagne électorale, on a ce qui nous sépare, les socialistes, les conservateurs, les libéraux, mais je pense qu'il faudrait s'unir contre les eurosceptiques et présenter des points de vue qui nous unissent. Donc il faudrait être pro-européen dans tous les pays et les pro-européens de tous les pays devraient s'unir. Everybody can agree. I just get the information. Oui, merci. On vient de me communiquer que nos interprètes s'arrêteront à 13 heures. Je leur ai demandé de s'étendre 5 minutes de plus et en général, les interprètes sont généraux. Voilà, Inigo Mendes, je t'invite à être très bref et nous aurons besoin d'un quart d'heure pour la présentation d'Étienne Basso. Donc Inigo, oui, très brièvement. No, it's just an invitation. Do you agree with me? It is to make an invitation for the former members, for the young people. Oui, une invitation. Jeudi, le 4 décembre, il y aura la présentation de l'édition anglaise du traité de Lisbonne. Il y aura des questions-réponses. Voilà, je me suis occupé également de cette édition. Donc, ce sera ici à la Bibliothèque du Parlement entre 6 et 7 heures, 1 heure seulement. J'espère que vous pourrez y participer. Bon, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais le traité de Lisbonne est en anglais et sur Internet également. Inigo. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Michael. La défense, la sécurité, pour sauvegarder nos libertés. Il y a un grand nombre de questions importantes qui définissent l'essence même de l'Union européenne. Et Robert Jacques Delors avait dit « on ne tombe jamais amoureux du marché commun ». Et c'est vrai, il a raison. Mais la tâche des politiques est d'expliquer pourquoi c'est positif pour tous. Ce n'est pas facile. Le commissaire Moedas a parlé du GPS et de Galileo hier et il nous a cité quelques excellents exemples qu'il faudrait creuser selon moi. Mais c'est vrai, c'est assez difficile. Si les leaders nationaux accusent l'Union européenne du lundi au vendredi de toutes sortes de choses et qu'ensuite on demande d'avoir une élection avec des partis pro-européens qui les gagneraient le dimanche, bon, cela me semble difficile. Donc la Commission européenne est élue par le Parlement européen. Le président des États-Unis n'est pas élu directement par la population américaine. Il est élu de manière indirecte par les grands électeurs, c'est vrai. Demander à des non-membres de la Commission européenne qui n'ont pas été acceptés par le Parlement européen. Le Parlement européen a refusé 3 candidats commissaires. Donc, en fin de compte, c'est le Parlement européen, lors d'une audition des commissaires, qui donne son approbation aux commissaires et à la Commission. Alors, un autre point, une autre question très intéressante de Pia. Bon, souvent, je présente certaines suggestions. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que les pro-européens devraient s'unir et il faudrait peut-être un manifeste. Vous mettez l'accent sur différentes questions. C'est normal, c'est le jeu politique des partis. Mais
on pourrait avoir un engagement, un argument disant que nous sommes ensemble pro-européens, nous allons dans cette direction pour la croissance économique, la dimension sociale. On pourrait imaginer les différents points, mais les électeurs doivent savoir que s'ils votent pour tel ou tel parti européen, ensuite, ils se regrouperaient pour aller plus loin dans la construction européenne, une Europe améliorée. Moi, j'ai toujours été favorable à la sélection par les partis politiques des Spitzenkandidaten. C'est un argument tout à fait valable. Pourquoi devrais-je participer aux élections européennes et aller voter? Eh bien, pour désigner le président de la Commission. Je ne suis pas négatif par rapport à ce qui s'est passé il y a 5 ans. Le débat était bon et il faudrait le refaire. Et vous avez élaboré une idée d'un manifeste commun. Eh bien, cela va dans ce sens parce que dans le débat, vous constaterez certaines choses. Bon, il faut s'opposer à ceux qui veulent détruire l'Europe. Il faut donner une orientation. Faudrait-il plus de financement pour Erasmus? Faut-il mieux financer la recherche et le développement? C'est vraiment le débat politique. Mais l'idée centrale, c'est de vouloir avancer dans la construction européenne et ne pas reculer. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Thank you so much, Inigo Mendes. Merci beaucoup à Inigo Mendes de Vigo. Nous aurions aimé pouvoir continuer à partager avec vous ces expériences et cette sagesse qui sont les vôtres. Et c'est vraiment très rassurant de constater à quel point vous êtes toujours un défenseur ardent de l'Europe après toutes ces années. J'espère vous revoir bientôt.